Et maintenant, on va accueillir un autre chercheur qui nous vient d'un peu plus haut de Paris, ce qui nous vient de l'Université de Colombie-Britannique, donc plein ouest du Canada. John Tyler est un chercheur que j'ai eu le plaisir de rencontrer en congrès au cœur de l'État il y a plusieurs années. John Tyler est notamment un homme qui est très fédérateur de femmes sympathiques. C'est une personne qui a des grandes qualités humaines. Généralement, s'il y a un événement social, il est sûr que c'est lui qui l'a organisé. Mais surtout, c'est navré de te qualifier comme ça, mais un ovni dans le monde de la chat. Enfin, parce que c'est quelqu'un qui est pionnier dans une démarche, notamment celle de son projet et de son programme BARC, qui est une énorme innovation sur la scène internationale. Et John Tyler nous fait l'honneur aujourd'hui de justement nous parler de cette innovation qu'il met en place. Et je te remercie, Patrick. Merci. Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Merci beaucoup à Nicolas et à Marine qui m'ont invité. Moi, c'est John Tyler Binfet. Je vais tout simplement cet après-midi partager avec vous quelques études que j'ai faites à UBC et parler un peu de ma recherche. Donc, si je peux avancer ça, voilà. J'ai deux champs de recherche. Je travaille sur la bienveillance des enfants et je me suis dit peut-être je vais partager un petit peu de ça puisque on est tous centrés un peu sur des enfants ici et ensuite je vais parler du programme BARC et des études. Je veux que vous pratiquiez un peu de vol cet après-midi. Nicolas ou quelqu'un vient de parler de l'idée des scientifiques qui sont pas assez pratiques. Je suis très pratique dans la démarche que je poursuis. Donc, je veux que vous voliez quelque chose. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Je veux que vous pensiez un peu, imaginiez le RCP. Vous avez une idée de ça, d'accord? Nous allons vivre ensemble un peu de RCP émotionnel cet après-midi. Donc, crise cardiaque, regarde comme il vérifie le pouls. Donc, nous allons vivre ensemble un peu le RCP émotionnel. Donc, je travaille sur la bienveillance. Je suis fasciné par la bienveillance des enfants. Et comme j'ai dit, j'ai deux champs de recherche qui se parlent plutôt pas. Donc, je travaille assez souvent en France, à Paris et sur l'île de la Réunion, sur la bienveillance des enfants, plutôt l'échelle de la bienveillance des enfants avec une équipe à Nanterre et sur l'île. Mais c'est la première fois que je suis en France pour parler des chiens, donc je suis archi content. Euh, donc, on a validé l'échelle de la bienveillance scolaire pour des enfants et j'écris beaucoup sur la bienveillance, y compris un livre, Cultivating Kindness, qui est tout nouveau. Et je demande aux jeunes de partager avec moi des exemplaires de la bienveillance qu'ils ont fait à l'école. J'aide quelqu'un à se relever après sa chute. Des jeunes au Canada, ils tombent assez souvent, donc c'est un acte physique de la bienveillance. On voit aussi des exemples de gens qui s'auto-régulent. Je ne me moque pas des gens. Un jeune de 7 ans. Donc, c'est un acte de bienveillance. Je suis fasciné par ça. C'est pas une production, c'est un restreint. Et donc, on voit souvent ça. On va tous pleurer avec ça. Je fais attention à ne pas parler de ma mère, un jeune de 12 ans, devant le cours, car la sienne est décédée d'un cancer l'année dernière. Un acte de bienveillance d'un jeune de 12 ans à l'école. J'ai dit la vérité à quelqu'un quand j'ai fait quelque chose de mal. Je suis devenu ami avec une personne qui est mise à l'écart socialement. Je m'arrête de parler quand les autres parlent. Et donc, ce sont des exemples des jeunes, des ados qui s'auto-régulent. Et moi, je trouve ça fascinant et donc je vais plus explorer l'idée de la bienveillance comme s'autorégulation. Donc, j'écris beaucoup sur ça. J'écris pour la revue Psychology Today. Si jamais vous voulez en lire plus, il y a Canines, Kids and Kindness.
On n'est pas là pour parler de la bienveillance comme telle, on est là pour parler des chiens. Je suis un des scientifiques où la vie personnelle et la vie professionnelle s'accordent. Je travaille avec 70 chiens au boulot et ensuite j'ai mes propres chiens à la maison. J'essaie de quitter et bon, ils me débloquent à tous les jours, quoi. J'ai un nouveau chien, Henry, avec lequel je travaille et tout récent. Et voilà, je partage ceci avec vous. C'est sa première journée au campus. Il y a beaucoup de joie et il me rappelle de toujours poursuivre la joie dans le travail que je fais. Et ça peut vous frapper un peu, mais il est dans les cours avec nous. Il a sa chaise devant la classe et il s'installe là-bas. Et les élèves, je peux avoir 120, 140 élèves. Il vient lui dire bonjour au début. Il vient lui parler. Et comme l'autre, Marine et Nicolas avaient parlé hier, il est la colle dans la salle de classe entre moi et mes élèves. Et donc, j'adore ça et ça change un peu le climat. Ça me déstresse un peu. J'adore ça, lui avoir à côté de moi. Je travaille aussi avec des chiens d'assistance. Il faut distinguer entre les deux, les chiens de médiation et les chiens d'assistance. Alors que les chiens d'assistance accompagnent un seul bénéficiaire, les chiens de thérapie, ils travaillent avec plusieurs gens dans des contextes variés. Donc, c'est pas du tout la même chose. Ils n'ont aucun droit au Canada, ni ici, j'imagine. Donc, c'est pas du tout la même chose. J'écris beaucoup sur la bienveillance, mais aussi sur les chiens de thérapie. Je me demande s'il y a quelqu'un dans la salle qui a sa fête, son anniversaire aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a son anniversaire cette semaine. Cette semaine, il y a quelqu'un qui a son anniversaire cette semaine. Et voilà un petit cadeau pour vous. D'accord? Je laisse ça ici. Après, je vais vous donner ça. D'accord? Joyeux anniversaire. OK. Donc, nous allons parler du programme BARC que j'ai établi il y a 14 ans. Je ne sais pas si je peux expliquer comment j'ai découvert ça. J'ai déménagé de la Californie au Canada pour prendre une poste scientifique à UBC. J'avais mon chien avec moi, Francis. Et on allait à tous les jours à chercher du café. Je traversais le campus avec elle et j'ai été assailli par des étudiants qui m'ont en grande partie ignoré et qui se perdaient en caressant Francis. Et en fin de compte, ils se levaient les yeux avec des larmes aux yeux et ils m'ont dit « Mes parents me manquent, mais mon chien me manque plus. » Et donc, à ce moment-là, je me suis dit « Ah, il faut commencer quelque chose pour pouvoir créer la chance pour des étudiants d'interagir avec des chiens de thérapie ou des chiens. » Et donc, j'ai écrit un livre là-dessus et ensuite, on reçoit beaucoup d'attention, même dans la revue People. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait là-bas. Et donc, voilà le site web. On a un genre de rapport annuel chaque année, donc qui indique un peu les données de ce qu'on fait. Si jamais vous voulez visiter, toutes les publications et tout ça sont là. Donc, BARC. Nous offrons un soutien en santé mentale sans frais, donc c'est gratuit avec peu de barrières d'accès et peu stigmatisé. On veut que les gens utilisent ce qu'on offre. Donc, il y a très peu de barrières. Et donc, on offre le vendredi après-midi, plutôt le vendredi soir, parce que pour des gens qui sont tout seuls, le week-end, ça peut être long pour eux. Donc, on fait ça le vendredi pour appuyer un petit peu pour le week-end. Et ensuite, le mercredi, on a 4 stations. Je crois qu'il y a 12 à 15 chiens qui travaillent là-dedans et ils sont dispersés à travers le campus et les étudiants ou même les gens qui travaillent là-bas peuvent aller visiter, interagir avec des chiens. Donc, on a le vendredi et le mercredi et on a, comme j'ai dit, 70 chiens qui travaillent pour nous. Voilà mon labo, mon boulot.
Et donc, on a une approche sociale qui est peut-être un peu différente. On a à peu près 15 chiens qui travaillent en même temps. Donc, on cherche des chiens qui ont beaucoup d'intérêt dans les êtres humains, qui sont curieux de rencontrer des gens, mais qui sont indifférents des autres chiens. Et c'est pas facile à trouver. Donc, c'est un peu différent. Je fais aucun des travaux lourds, car ce sont des chiens qui font tout le bon travail qu'on fait. Et nous avons des Golden Retrievers et des races pures, mais on a beaucoup de races mixtes, des chiens récupérés d'ici et là qui travaillent pour nous. Donc, le bien-être du chien est très important au labo dans ce qu'on fait. Donc, on demande aux gens de toujours demander la permission de caresser un chien avant qu'ils arrivent. Je vois ça souvent ici dans la salle, les gens qui font ça. Et nous, on enseigne aux étudiants comment faire ça. Avant, ils n'arrivent pas tout à coup caresser. Ils demandent toujours la permission. Ils commencent avec le maître et ensuite, ensuite le chien. On a aussi une approche qui est peut-être un peu innovative. On a un genre de placard qui dit « Veuillez ne pas vous asseoir ici, passage de sortie pour les chiens. Les chiens de thérapie doivent pouvoir se retirer des interactions et choisir d'y participer ou non. » C'est à eux à décider. Donc, vous voyez ici, on a l'espace toujours pour sortir. Donc, le chien peut décider « Ah, j'en ai eu assez. » Et donc, dans ce cas-là, on peut aller à la toilette, peut circuler un petit peu, revenir s'il continue. Donc, c'est la fin de la session pour eux. Donc, le bien-être du chien est archi important pour nous et donc on considère ça tous les jours. On a quelqu'un qui est embauché, qui surveille le bien-être des chiens, que ça. Il n'est pas responsable d'autre chose. Et donc, c'est important pour nous. Je travaille avec une équipe. Dans mon labo, j'ai entre 20 et 25 étudiants qui travaillent avec moi en équipe. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est pas uniquement moi qui fais ça, c'est grâce à tous les bénévoles et les étudiants de recherche. On est non seulement sur le campus, mais on est dans la communauté aussi. Je vais vous brièvement parler de ça. J'essaie de... OK. Donc, je crois qu'ils avaient parlé de ça, des programmes de lecture pour les jeunes, par exemple. J'adore ça, un chien qui lit un livre sur des chiens, n'est-ce pas? Ensuite, on commence notre 8e année avec le station de police en ville. Et c'est pour diminuer le stress des policiers. Et nous avons 8 chiens qui travaillent là tous les jeudis après-midi. Et ça a changé le climat du bâtiment et la façon dont les gens interagissent. Et au début, c'était nous qui avons financé ça, mais on a reçu une bourse pour ça. Et maintenant, c'est eux qui financent ça. Donc, ça continue, c'est très populaire. Nous avons aussi un programme qui s'appelle Renforcer la confiance grâce aux chiens. Et je dois avouer, au début, ils m'ont dit, mais c'est pas possible de mélanger ensemble des jeunes avec 10 chiens et tout ça. Mais voilà ce que nous avons créé. Nous avons organisé, invité des jeunes de la communauté et ils étaient choisis par un genre de programme après l'école et ces jeunes-là avaient quelques troubles. Et donc, ils voulaient qu'ils soient plus confiants et qu'ils aient un genre de changement de comportement un peu, pour être honnête. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a choisi des chiens qui étaient vraiment apprivoisés avec des jeunes. J'avais mon équipe et ensuite des enfants, 22 enfants qui venaient aller à l'université une fois par semaine. Et on a commencé avec instruction individuelle, pratique avec le chien et ensuite pratique dans la communauté. Donc, on commençait avec l'individu, ajouter un chien, ajouter la communauté comme ça.
Et donc, voilà, ils apprennent comment se présenter, contact des yeux, dire leur nom, dire comment ça va, genre de choses comme ça. Et ensuite, ils pratiquaient avec leur chien. Ils avaient tous un chien. Et donc, quand ils étaient confortables à ce niveau-là, ils allaient avec le maître dans la communauté. Et ils disaient, je m'excuse de vous déranger, j'aimerais me présenter et mon chien. Et donc, à chaque semaine, il y avait des habilités à travailler et ils faisaient ça à travers la communauté. Et regarde ce qu'on veut, on est centré sur l'enfant à l'instant, mais regarde les visages de ces jeunes hommes. Ils sont vraiment touchés par ça. C'est spécial de l'interaction. Donc, ça, c'est renforcer la confiance grâce au chien. Bon, on publie beaucoup de mon labo, ça, c'est pas pour frimer, mais derrière toutes ces publications, on a des questions scientifiques et on cherche à vraiment avancer un peu notre compréhension. Donc, mon équipe, on est toujours en train de chercher la question qui peut avancer un peu nos connaissances, si on veut. Donc, je demande souvent à mon équipe, on est toujours habitué à se mêler, de travailler avec le client et de bouger, quoi. Et ensuite, je leur demande des fois de se retirer et d'observer que ça. Et récemment, nous avons observé des interactions et il y avait souvent le contact direct entre le client et le chien. Et en même temps, un genre de conversation qui se passait avec des gens autour, quoi. Et donc, on voyait souvent ça. Donc, on voulait savoir l'importance du contact entre le client, contact direct entre le client et le chien. Donc, on a assigné de façon aléatoire aux conditions directes. On avait presque 300 participants, contact indirect et ensuite contact sans chien. Et c'était une session de 20 minutes. Et donc, je voulais juste vous montrer comment on fait ça pour le bien-être ou la santé mentale. Il y a le côté bien-être, mais le côté mal-être. Et donc, on a toujours des échelles des deux côtés. Donc, c'est-à-dire la joie, les connexions avec les autres et aussi le mal du pays, le stress. Donc, pour combiner, parce que le bien-être, c'est pas toujours le côté positif. C'est les deux combinés. Donc, quand on fait ces études-là, on mesure les deux aspects. Et donc, au labo, tout est mesuré, il n'y a rien qui est par hasard. Et donc, on place les chiens dans des endroits spécifiques, les clients sont invités dans des endroits spécifiques et le temps est bien calculé. Donc, voilà un exemplaire du contact direct et du contact indirect. Et on avait 3 chiens qui travaillaient à la fois au labo. Et c'était difficile pour des gens qui n'avaient pas de contact. Il y avait des bras derrière le dos et ils ne pouvaient pas contacter. Et ensuite, les autres, ils devaient avoir la main sur le chien pendant 20 minutes à la fois. Et donc, nous avons trouvé ce qu'on avait, notre hypothèse était renforcée et on avait trouvé que le contact direct optimisait tous les résultats au niveau du bien-être et mal-être. Donc, contact de chien est très important, mais on a trouvé aussi, et vous avez parlé de ça hier, je crois, juste d'être aux alentours des chiens peuvent avoir un effet bénéficiaire. Et donc, mais le contact direct. Donc, si vous avez des jeunes, vous travaillez avec des jeunes et vous avez des chiens, le contact direct le plus possible, c'est mieux pour eux. Donc, nous avons présenté ça à ISAS, en Écosse, aux États-Unis, ailleurs. Et des scientifiques, après, comme des congrès comme ça, ils posent des questions. Mais j'étais dans un cours que j'enseigne sur les méthodes de recherche et un de mes étudiants, qui n'a rien à voir avec des chiens, rien comme ça, qui était juste en psycho,
Elle m'a posé cette question qui m'a frappé. Elle a dit, mais est-ce que ça dépend sur quelle partie du chien on touche? Et personne n'avait posé cette question-là. Donc, comme scientifique, j'ai volé cette question-là. Je l'ai invitée. Elle est sous la publication, Zara Bassiri. Et donc, on a fait encore une autre étude où on a choisi des chiens à 100 cm parce qu'on a tellement de chiens, on avait beaucoup à 100 cm, et on les a divisés en 3. Arrière, milieu, avant. Et ensuite, on a assigné les étudiants, les participants arrière, milieu, avant pendant une session de 10 minutes et pour voir. Notre hypothèse était, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, comme scientifique, je me suis dit, mais peut-être le visage allait donner plus de feedback aux gens pour augmenter le bien-être, n'est-ce pas? Parce que c'est différent, quoi. Mais donc, le labo est comme ça, 3 chiens qui travaillent à la fois au labo. Et voilà un exemplaire de quelqu'un en avant, milieu, en arrière. Et voilà le maître là qui facilite pendant 10 minutes. Et nous avons trouvé en avant était optimiser un peu les effets, mais quand même, peu importe où on touche le chien, on a des bénéfices. Donc, ça ne doit pas être l'avant du chien. Et donc, ça contribue à notre connaissance sur comment interagir avec des chiens. Donc, nous avons fini récemment une étude avec des étudiants autistes sur le campus et j'aimerais finir avec cette étude-là. Je ne sais pas en France, mais au Canada, aux États-Unis, on voit de plus en plus des étudiants autistes s'inscrivent. On a beaucoup d'étudiants autistes sur notre campus. Ils font, comme vous le savez, face aux défis socio-émotionnels et sensoriels, et il y a un manque de programmes pour eux. Il y a très peu juste pour eux, quoi, au niveau de la santé mentale. Et les étudiants, ils sont réticents et ne cherchent pas facilement de l'aide, et des étudiants autistes, ils sont encore plus réticents. Donc, nous avons apporté des adaptations, éclairage, la salle était peu encombrée. Normalement, typiquement, on lave les chiens avant qu'ils travaillent, mais on a demandé de ne pas laver les chiens parce qu'on ne voulait pas des parfums dans la salle. Faible niveau sonore et très peu de mouvement. Il n'y avait pas des gens qui vérifient, des gens, très peu de gens dans la salle et très peu de mouvement. Et ensuite, nous avons fait des adaptations sociales, interactions individuelles, et on avait employé un système de porte-badge que je vais vous expliquer. Donc voilà la salle, vous voyez, il y a très peu de stimuli, il y a très peu de choses qui se passent là-dedans. Et ensuite, chaque participant, y compris des gens qui travaillent pour moi, pouvait choisir un genre de code qui indique le niveau d'interaction sociale qu'il voulait. Donc, il y avait envie de discuter, pas de discussion, essayons de discuter, et il pouvait changer à travers la session. Il pouvait changer la couleur pour indiquer « Ah, je suis prêt maintenant à parler ». Et donc, ça a très bien fonctionné pour nous. Et donc, on a choisi que des Golden Retrievers qui étaient des jumeaux, quoi. Vraiment, ils étaient semblables. Et on a fait ça, nous avons fait ça pour le texture, pour leur tempérament, et vraiment de réduire la variabilité. Il n'y avait pas de choix à faire pour les étudiants qui participaient. Ils étaient tous pareils. Et donc, on avait dans cette étude qualitative 10 participants, durée de 20 minutes. Ensuite, on posait quelques questions démographiques et ensuite, on passait des questions dans une entrevue semi-structurée. Mais on voit le visage, par exemple, de cette étudiante-là. Oui. Donc, on posait des questions. Chaque question était justifiée dans la littérature. On ne posait pas des questions par hasard. Et donc, on posait des questions sur l'environnement émotionnel, physique, les chiens,
les manipulateurs, etc. Et donc, je vais partager les résultats. C'est ce qu'on a fait, une chose qu'on a fait, on donnait le choix, comment est-ce que vous voulez participer dans l'entrevue. Est-ce que c'était par téléphone, en personne ou par visio? Et donc, on avait la plupart qui ont fait en personne et ensuite la durée de la conversation qui était variable et le nombre de mots produits dans la conversation. Et donc, on avait des thèmes émergents. Ils étaient tous affectés et partagés avec nous de façon émotionnelle. Je suis parti en ayant l'impression que quelque chose guérissait lentement à l'intérieur de moi. Imagine ça. Et moi, comme scientifique, je pose la question, comment est-ce qu'on peut mesurer ça sur une échelle? On ne peut pas. Mais quelqu'un qui disait, je guérissais à l'intérieur de moi grâce à ça, c'est frappant. De l'environnement, il disait qu'il n'y avait aucune surprise. Très peu à gérer dans la salle. C'est très important. Très peu de mouvements, très peu de meubles, très peu de gens. Et ensuite, au niveau des chiens thérapeutes, ce qui m'a frappé, c'est cet étudiant-là qui a dit ceci. Le chien thérapeute s'appuyait beaucoup sur moi, sur ce qui était agréable, et j'ai l'impression que son poids était réconfortant. C'est un peu comme une couverture lestée, en quelque sorte. Imagine ça. Parce que les chiens, on leur demande des fois de se pencher vers le client, quoi. Et donc, ils adorent ça. Donc, c'est lourd. Et c'est un genre de contact physique. Ils nous disent aussi qu'ils ont très peu de contact physique avec les autres. Très peu de contact. Donc, le fait que le chien peut aider à ce niveau-là, c'est super. Donc, j'ai commencé en parlant de la bienveillance. Ensuite, j'ai décrit brièvement le programme BARC. Nous avons parlé du programme à renforcer la confiance grâce aux chiens. J'ai parlé un peu du contact direct. Ensuite, nous avons examiné un peu les résultats de diviser un chien en 3. Et ensuite, l'étude qu'on vient de terminer il y a quelques semaines avec des étudiants autistes. Donc, je vous ai demandé de voler quelque chose de pratique et j'espère, à travers vos questions, je vais apprendre ce que vous avez volé. Et nous avons commencé avec un chien, donc on termine avec un chien. Merci beaucoup.